Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout pour accueillir une personne vraiment particulière. Elle a un parcours incroyable, c'était aussi une rencontre incroyable avec moi et je suis vraiment très heureuse de l'accueillir aujourd'hui pour qu'elle puisse vous partager elle-même son histoire. Christine, bienvenue. Bonjour Sandrine, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies accepté cette interview parce que le thème, c'est vraiment elles ont osé et tu es une de ces femmes qui a osé. On a eu une rencontre incroyable et je te propose de commencer par là et de raconter un petit peu ce qui s'est passé, comment s'est passée notre rencontre. Oui, alors suite à ma reconversion professionnelle, je travaille maintenant sur des bateaux et lors d'une soirée, il y avait une femme toute seule qui écrivait. Et donc les matelots, les marins me disent « T'as vu, il y a une femme toute seule qui est en train d'écrire, qu'est-ce qu'elle fait ?» etc. J'ai dit « Bon, bah, moi j'y vais ». Et donc je me suis approchée de toi, tu étais en effet toute seule, je revois bien en train d'écrire. Et je dis « Mais vous écrivez quoi ?» Parce que l'écriture m'intéresse assez. Et tu m'as dit bah, « J'écris ce que j'entends comme commentaire parce que ça m'intéresse, peut-être qu'un jour je viendrai en Corse ou quoi, mais toujours est-il que je note tout ce que j'entends. » Donc tu étais en train d'écrire et pourquoi je suis venue te demander, pourquoi en effet je me suis lancée, je ne sais pas. Toujours est-il qu'après, bah, c'est parti de là, j'ai posé d'autres questions, tu m'as posé d'autres questions et puis c'est même allé encore plus loin puisqu'aujourd'hui on est encore face à face alors que c'était juste improbable. Oui, c'est ça. En fait, tu avais un parcours incroyable et comme moi-même je me posais des questions à ce moment-là, eh bien, c'est vrai que tu étais une personne éclairante, hein. Et donc, je te propose de raconter la première partie de ton parcours, c'est-à-dire avant ce fameux saut, avant ce changement de vie. C'était quoi ta vie? Alors, ma vie, c'était une vie très cadrée, très comme il faut, mère de famille, 2 enfants, une maison, un travail régulier, un époux, etc. Mais pour autant, j'avais toujours dit, si je peux, à 55 ans, je travaillais chez Air France, et Air France propose ponctuellement des plans de départ volontaires. C'est-à-dire volontairement, on postule pour partir, voilà. Et j'avais toujours dit à 55 ans, parce que si j'étais restée dans les avions, la retraite aurait été à 55 ans. Simplement, j'ai quitté les avions pour élever mes enfants, donc j'ai fait un autre parcours chez Air France. Mais pour autant, j'avais dit à 55 ans, si je peux, je partirai. Ça a été vraiment quelque chose, je me suis auto-convaincue. Tout le monde m'avait dit, non, il n'y aura plus de plan de départ volontaire, tout ça. J'ai dit, mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Et en effet, j'ai postulé pour un plan de départ volontaire que j'ai eu. Je n'avais pas le bon âge, je n'étais pas dans le bon service, je n'avais pas un bon projet. Et pour autant, je suis partie le 1er avril 2020 en plan de départ volontaire, pile quand tous les avions se sont arrêtés, puisqu'il y a eu le Covid. Voilà. Et j'ai en effet eu mon plan de départ volontaire qui a été accepté, alors que j'avais rien pour l'avoir dès le départ. Quand on croit vraiment à quelque chose, qu'on se convainc qu'on l'aura, au final, ça déjà, c'était ma première étape. Avoir ce qui était impossible à avoir, eh bien je l'ai eu, déjà. Ça, c'est sûr. Quitter Air France, pour moi, c'était énorme. Air France, c'est quand même une grosse société. J'y travaillé depuis 25 ans, 30 ans. Quand on travaille chez Air France, on ne quitte pas Air France. Donc ça, c'était déjà, je le dis maintenant, parce que ça a été déjà une espèce de chemin qui séparait de celui de mon ex-mari aujourd'hui, parce que quitter Air France, pour lui, ne faisait pas partie de ses valeurs. C'était juste impossible. On ne quitte pas un travail quand on gagne sa vie, quand on est mère de famille et que tout va bien. On ne part pas, surtout quand on ne sait pas ce qu'on va faire derrière. Quand on ne sait pas ce qu'on va faire derrière et en plus, à cet âge-là, En parce plus, que ça aussi, c'est important quand même dans l'histoire, tout à hein. fait, absolument. Oui. Et donc, qu'est-ce qui a été ce déclic pour toi vraiment de faire ce choix? Alors, partir à 55 ans, ça je m'étais auto-convaincue, je voulais le faire. Mais qu'est-ce que j'allais faire de ça? En fait, quitter Air France, c'était bien beau, mais bon, même quand on habite à la campagne, même si on fait le jardin, même si on fait du vélo, du sport et qu'on fait partie d'associations, pour moi, je savais véritablement qu'il allait se passer quelque chose dans ma vie et que j'allais avoir un déclic. Et je m'étais offert, on va dire ça comme ça, un premier stage de voile, cette fameuse année-là, pour mes 55 ans. J'ai dit pour mes 55 ans, je vais faire un premier stage de voile. Et le jour où j'ai fait mon premier stage de voile, pour moi, ça a été une évidence. Il était évident que de toute façon, ma place était sur un bateau. Ça, c'est sûr. C'était pas une évidence avant? C'est quelque chose à laquelle tu ne songeais pas avant? Alors, je pensais ne l'avoir jamais dit, mais lorsque justement j'ai eu ce plan de départ volontaire, je ne savais pas comment l'annoncer à ma famille, puisque c'était hors norme, on va dire ça comme ça. Donc j'ai attendu la fête de Noël
Et j'ai donc, avec mon mari, mes gendres, mes filles, etc., j'avais la veille, je leur avais demandé la veille d'écrire sur un post-it ce qu'ils pensaient que je ferais de ma vie. Voilà. Si jamais mon plan de départ volontaire était accepté, qu'est-ce que maman ferait de sa vie? Donc, et le lendemain, on était dans un restaurant. Donc, j'avais déjà cadré ça dans un restaurant. Ils sont bien élevés. Ils vont pas, les portes ne vont pas claquer. Ça ne va pas partir en live. On va tous rester cohérents et polis. Donc, mon mari avait répondu chômeuse professionnelle. C'est peut-être pas très gentil, mais ça ne lui plaisait pas de toute façon. Je le savais depuis le départ. Une de mes filles avait dit, je crois, directrice d'un hôtel au bout du monde. Donc, c'était pas mal. Mon gendre avait dit tenir des gîtes au bord de la mer. Ça me correspondait pas mal aussi. Et ma deuxième fille a dit partir sur un bateau. Et je lui dis, Romane, partir sur un bateau, mais pourquoi tu dis ça? Et c'est là qu'elle m'a dit, mais maman, tu as passé ta vie à dire ça. En fait, je ne m'étais jamais rendu compte que j'avais passé ma vie à dire, un jour, je partirai sur un bateau. Ça, d'où ça vient, je l'ai su plus tard, je vous le dirai plus tard. Mais au final, jamais j'avais passé mon temps à dire cette phrase sans même m'en rendre compte. Toute ma vie, j'avais dit, un jour, je partirai sur un bateau. Quand j'étais énervée ou quand j'en avais marre, je disais oh là là, vivement que je parte sur un bateau ou un jour je partirai sur un bateau. En fait, c'était une phrase qui sortait toute seule, on va dire ça comme ça. Et au final, donc l'année de mes 55 ans, j'ai fait un stage de voile et j'ai dit là c'est une évidence. Et là, ça a été le début du parcours voile, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai connu quelqu'un qui m'a fait faire de la voile sur le lac d'Aix-les-Bains puisque j'habitais en Isère. Et on m'avait dit tu n'auras jamais de bateau à Aix-les-Bains puisque c'est quelque chose d'impossible. Et les places sont très chères, il faut attendre 25 ans, etc. Et donc un jour, j'avais Chloé justement et ma petite fille à la maison et j'ai une alarme sur le Bon Coin, sur mon téléphone, qui dit qu'il y avait un petit voilier disponible avec une place de port à Aix-les-Bains. Donc la chose qu'on m'avait dite impossible. J'ai attendu jusqu'à 11h, c'était tôt le matin, je l'ai regardé cette annonce, puis j'ai dit bah non, je ne vais pas acheter un voilier, on n'achète pas un voilier alors que je n'avais même pas fait mon stage numéro 1 en plus. Hein. Donc mon niveau 1, j'avais même pas le niveau 1, j'avais l'initiation. Et j'ai dit je peux pas avoir un voilier, et puis on m'a dit que c'était impossible. J'ai attendu, puis à 11h, quand même, fin de matinée, je dis allez j'appelle. Et là je me suis dit j'ai 3 minutes, 5 minutes maximum pour convaincre cette personne qu'il faut que je voie son bateau. Et là je me suis lancée, j'avais vraiment mis le chrono, hein, et je lui ai expliqué voilà, pourquoi je voulais voir son bateau, etc. Et là il me dit bah, écoutez madame, depuis ce matin, vous imaginez le nombre de personnes qui m'a appelé. J'ai de la place, mais ce soir, aux alentours de 19h15. Et là, c'était vraiment le cri du cœur, parce que comme j'avais ma petite fille à la maison, 19h15, c'est l'heure de la soupe, c'est l'heure du bain, c'est juste impossible. Et je lui ai dit, mais non, c'est juste impossible, j'ai ma petite fille à la maison. Si on se voit, il faut qu'on se voit tout de suite, parce que j'habite vraiment pas loin. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et que dernière place, je me suis retrouvée à la première place. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier voilier à Aix-les-Bains, avec une place de port, la chose qu'on m'avait dite impossible. Oui, et j'entends dans ton discours que ça fait quand même plusieurs fois que tu dis je le savais, je le sentais, j'étais sûre que. Donc il y a ce petit quelque chose qui vient dans ces eaux, peut-être que tu peux nous parler de comment tu ressens cela, comment tu le vois. Mais au final, j'ai su beaucoup plus tard, une fois que j'avais fait un chemin beaucoup plus long et que j'ai pris cette décision véritablement de changer de vie, j'ai su au final, à l'origine, ce qui avait influencé tout ce parcours. Oui, donc aujourd'hui, tu as des explications à ce sujet-là. Absolument. Ah, on est avide de la suite, mais alors, de savoir. Voilà. D'accord. Donc, première partie... Un bateau à Aix-les-Bains. Et ensuite Voilà. Donc, un bateau à Aix-les-Bains, les années du Covid, etc. Et puis, j'avais donc, avec Air France, j'avais le droit à 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus, 2 ans, je crois. Et ensuite, ou je retournais chez Air France, ou alors il fallait quand même que je travaille. Et j'étais intimement persuadée que j'allais avoir un déclic. Ça, par contre, c'est ma personne, c'est comme ça. Je savais très bien que j'allais avoir un déclic parce que, comme je faisais partie, justement, j'avais passé mon stage numéro 1, mon niveau 1 en voile. Je m'étais inscrite pour le niveau 2. On m'avait dit, mais tu sais, tu peux continuer, devenir monitrice éventuellement, puisque la voile, ça te plaît. Au fond de mon cœur, c'était pas ça. Au fond de mon cœur, je n'allais pas être, pas en tout cas tout de suite, monitrice de voile. Non, ça ne me faisait pas écho et je savais pertinemment bien qu'à un certain moment, j'allais avoir un déclic et je me suis convaincue. J'ai dit à un moment, j'aurai un déclic et c'est ça que je ferai. Et donc, j'avais mon premier petit bateau à Aix-les-Bains, mon niveau 1 avec la voile. Entre-temps, suite à une annonce du Bon Coin, j'achète un appartement en Corse, à Porticcio. Et je passe le niveau 2 de voile. Parce
parce que finalement, puisque ça me plaisait, je passe le niveau de voile, le niveau 2 à Toulon. Je passe le niveau 2 à Toulon et mon moniteur, qui est devenu un ami entre-temps, me dit la même chose, me dit « Ah oui, c'est magnifique, Porquerolles, c'est super, etc. Mais tu n'auras jamais de bateau ici. » Parce qu'il faut attendre 25 ans, tout ce qu'on m'avait dit pour Aix-les-Bains. Il faut attendre 25 ans, moi j'ai attendu 25 ans, tu n'auras jamais de bateau à Toulon, c'est juste impossible. Un bateau, oui, mais pas de place de port, tu ne pourras pas. J'ai dit d'accord, je l'entends. Ça, c'était en septembre, puisque c'était pour mon anniversaire, une fois encore, que j'avais passé le niveau supérieur. Et j'ai dit ok, d'accord. Et en décembre, j'appelais donc ce moniteur pour lui dire va voir un bateau pour moi. Parce que j'avais une alarme du Bon Coin, une fois encore, avec un bateau, avec une place de port. Donc là, ça a été assez particulier parce que ça m'a fait peur, parce que je m'étais rendu compte que la voile, c'était véritablement en train de devenir une passion, que j'allais aller encore plus loin. Et en même temps, j'avais commencé à me poser des questions sur moi-même. Est-ce que j'allais continuer cette vie dans cette maison avec mon mari qui n'aime pas les bateaux, qui déteste les bateaux? J'avais véritablement suivi aussi un coffret qui s'appelait 21 jours d'abondance et qui en fait me faisait travailler sur moi-même, voilà, sur mes peurs, sur mes doutes, sur mes croyances limitantes, sur tout ce qu'on ne fait pas ou qu'on ne s'autorise pas à faire. Et suite à ce coffret, donc je l'avais vraiment suivi et j'en étais presque au bout. Il m'avait vraiment bouleversé ce coffret. Ça, c'est la première fois que je m'écoutais vraiment. Et c'était une grande fête de famille chez ma fille, avec mon gendre, ma petite fille. Je me revois encore en train de faire mes exercices le matin, etc. Et là, un vendredi, une annonce comme quoi il y avait un bateau, un voilier, exactement ce que je recherchais, avec une place de port à Toulon. Donc je laisse passer tout le week-end et là je dis, je laisse passer tout le week-end. Mais si lundi cette place est encore, ce voilier avec sa place de port est encore disponible, c'est qu'il est pour moi. Mais j'ai laissé passer, j'ai laissé faire, j'ai dit d'accord, je l'entends. Il y a un voilier, c'est ce que je voulais. Mais qui tout double? C'est non. Ok, je reste avec ma vie, bien cadrée. J'ai ce bateau, c'est qu'il est pour moi. Et le lundi matin, j'ai rouvert mon téléphone et ce bateau était toujours là. Et là, j'ai dit, ça m'a fait peur. Je le dis aujourd'hui, hein, j'ai eu très peur parce que j'ai dit, si j'appelle, ce bateau, je vais l'avoir. Et si j'ai ce bateau à Toulon, je change de vie parce que je partirai à Toulon. Et je le savais avant même d'avoir appelé. Au fond de mon cœur, je le savais. Donc là, ça devient vraiment la partie, la charnière. La charnière, c'est ça, c'est cette peur qui est là. Parce qu'on croit toujours que les gens qui font quelque chose, finalement, c'est qu'eux, ils n'ont pas peur, ils osent. Ils ont de la chance aussi. Ça, c'est le truc qui revient souvent. Ah, t'as de la chance. T'as de la chance. Ouais, ok. Oui, tu as entendu ça. On te l'a dit aussi que tu avais de la chance? Ah oui, oui, oui. Ah, quelle chance. Bah oui, mais bon, je t'empêche pas de faire pareil, en fait. Alors, explique-nous justement comment tu as pu faire pour dépasser cette peur et le faire quand même. Alors, en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment dit, si j'ai ce bateau, c'est que ma vie est à Toulon et entre guillemets, j'ai laissé faire la vie. Voilà, je me suis dit, je vais suivre ma vie, je vais la suivre. Ok, si ma vie, tu veux que je sois à Toulon, je vais y aller. Et j'ai appelé cette dame. Ça s'est joué sur un nom, parce que mon premier bateau s'appelait La Franchie. Mon premier petit vieux bateau à Aix-les-Bains s'appelait La Franchie. Et quand j'avais vu ce nom, je me rappelle, j'avais dit à Pierre, l'ancien propriétaire, je lui avais dit, mais La Franchie, il est pour moi. Ce nom, je suis en train de m'affranchir, je suis en train de quitter Air France, etc. Et tout s'était aligné pour que ce bateau soit pour moi. Il y avait le nom, ce monsieur habitait à Bordeaux, ma fille habitait à Bordeaux, sa femme était suisse, ma fille habitait en Suisse. Donc en fait, c'est pour ça que ce bateau, il me l'a vendu à moi. Et je lui avais dit, un jour, je reviendrai et je mettrai un E à la fin, parce que c'était un garçon. Et j'ai dit, un jour, je mettrai un E à la fin de son nom. Et donc, j'ai cette dame au téléphone, on papote un petit peu. Et dans la conversation, je lui demande quel est ce voilier, etc. et tout, des détails un peu techniques. Et là, je lui dis, mais quel est le nom de ce bateau? Puisque finalement, ça m'avait servi la première fois. Et là, elle me dit, Lou, L-O-U, plus loin, Moon, M-O-U-N-E. Et je lève les yeux, et devant moi, dans la chambre où j'étais, ma fille venait de m'offrir un sac en toile, marqué Mamounette. Et je lui dis, ça veut dire quoi, Loumoun? Elle me dit, c'est provençal, ça veut dire Mamounette, ça veut dire maman. Je lui dis, écoutez, vous n'allez pas me croire, mais devant moi, j'ai un sac marqué Mamounette. Donc ce bateau, je vais venir le voir. Je vais vous envoyer quelqu'un qui va venir le voir. Et
si on me dit que c'est OK, je descendrai, je viendrai voir ce bateau. Et donc mon ami Yves de Toulon est allé voir ce bateau, il m'a dit, écoute, je n'y crois pas, viens le voir si tu veux, mais pour moi c'est une arnaque. Christine, tu vas te faire avoir, tu arrives de Lyon, comme ça, coucou, j'ai un bateau à Toulon, c'est pas possible. Ces personnes vont te rouler. J'ai dit, ben, je tente le coup quand même, j'y vais. Et j'y suis allée, et ce bateau avait bien sa place de port, un truc de fou, parce que sur le ponton, j'ai rencontré le directeur de la société nautique, qui était d'origine corse comme moi, qui avait divorcé à 55 ans. Moi, je ne savais pas que j'allais divorcer, mais je l'ai fait aussi. Et il m'a dit, la place de port est vraiment avec ce bateau. Et la chose qu'on m'avait dite impossible 4 mois avant, en septembre, quelques mois après, j'avais mon bateau avec ma place de port à Toulon. Voilà, donc, tu n'as plus ton emploi, tu n'as plus ton mari. J'ai mon mari toujours. Ah, tu l'as toujours en ce moment-là encore? Donc, je faisais la navette en TGV entre Toulon et la maison. Et oui, en Isère, je faisais toujours, je descendais voir mon bateau, je remontais, j'avais toujours tout ça. Donc, tu étais encore dans un entre-deux, on peut dire. C'est ça, j'avais un bateau à Aix-les-Bains, c'était pratique, c'était à côté de la maison. J'avais ce bateau à Toulon et l'échéance des 2 ans arrivait. Et oui, l'échéance des 2 ans arrivait et pour autant, j'ai dit, j'aurai mon déclic. Et comme j'avais du temps, je traverse un jour pour venir dans ce fameux appartement de Porticcio, qui est en Corse. Et pour ça, je prends une navette maritime. Je prends une navette maritime parce que je n'avais pas de voiture. Je prends le ferry de Toulon, donc. Arrivé le matin, je prends ma navette pour traverser à Porticcio. Et là, je vois une femme qui fait les amarres. Et quand elle fait les amarres, je dis « Ah, c'est cool une femme qui fait les amarres, parce que d'habitude, c'est des hommes. » Et là, elle me dit moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. Avant, j'étais dans le spectacle. Je crois qu'elle était dans le spectacle, un truc comme ça. Et je dis, ah bon, une école pour faire quoi? Elle me dit, pour faire matelot. J'ai fait une école à la Seine-sur-Mer. Je dis, mais à Seine-sur-Mer, moi j'ai un bateau à Toulon. Je viens d'acheter un bateau à Toulon. Elle me dit, t'as qu'à postuler. Et c'est comme ça que j'ai su qu'on pouvait devenir matelot en allant à l'école à la Seine-sur-Mer. Mais ça tombait bien, j'avais un bateau à Toulon. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'y aille. Alors, il faut que j'y aille, mais pas perdre le mari. Pas perdre le confort, pas perdre la maison non plus. Donc là, j'avais véritablement trouvé une maison exactement semblable à la nôtre dans le nord de Toulon. Donc j'ai proposé à mon mari de me suivre dans cette aventure. Et je pensais véritablement qu'on s'installerait donc dans le sud. Je trouve une maison dans le sud, dans le nord de Toulon. Et c'est là que mon mari me dit que non, le sud, c'est pas... Il aime l'Isère, il aime la montagne, il aime sa maison et qu'il ne me suivra pas. Donc là, il fallait que je sois en adéquation avec mes enfants, en revanche. Est-ce que mes filles allaient comprendre justement le fait que je quitte la maison, que je quitte leur père pour aller vivre sur un bateau à Toulon pour faire une école de matelot? Et quand je leur en ai parlé, toutes les deux, elles m'ont dit oui. Toutes les deux, elles m'ont dit oui. Elles m'ont dit toutes les deux que c'était le moment. Elles n'habitaient plus à la maison, elles étaient parties et que si à un certain moment je ne pensais pas à moi, en fait, j'allais passer à côté de ma vie. Parce que j'allais jamais penser à moi. Donc mes filles m'ont dit, vas-y maman, pour elles c'était peut-être bizarre, une maman qui quitte une grande maison pour partir sur un bateau, mais elles m'ont dit, écoute, si c'est ta passion, si ça te plaît, vas-y. Et j'y suis allée. Donc j'ai quitté une grande maison, j'ai quitté un mari pour habiter sur un bateau à Toulon. Mais parce que pour moi, c'était véritablement magique, c'était exactement la vie que je voulais. J'ai fait cette école de matelot parce que même chose, on m'avait dit tu rentreras pas la première fois dans une école de matelot parce que c'est pas possible. Et au final, j'ai rencontré une bonne personne qui m'a fait rentrer dans cette école. Parce que quand on est véritablement là où on doit être, on rencontre comme par hasard exactement les personnes qu'il faut. C'est-à-dire que c'est là que je m'étais rendu compte que j'étais spectatrice de ma propre vie parce qu'à partir du moment où j'avais dit je vais monter sur les bateaux, je vais être matelot, ça s'est aligné à une vitesse phénoménale. Là, je voudrais vraiment que tu reviennes là-dessus parce que pour moi, c'est 2 choses incroyables que tu viens de dire. D'abord, tu parles des hasards qui n'en sont pas. Et puis, tu as parlé de devenir le spectateur de sa vie. Alors, est-ce que tu peux me parler d'abord des hasards et puis de ce côté spectateur? Alors, les hasards, tout d'abord, moi je pense que qui que ce soit qu'on ait rencontré, même justement mon mari avec qui je ne suis plus aujourd'hui, c'est pas... Pour moi, rien n'est dû au hasard. Voilà, c'est que je devais le rencontrer dans cette période de vie pour justement avoir Chloé, Romane qui nous ont choisis et qui sont là aujourd'hui, pour avoir ensuite mes petits-enfants, etc. Mais disons que pour moi, le hasard n'existe pas. On rencontre toujours les personnes qu'on doit rencontrer parce que c'est tracé, parce que c'est comme ça.
Et tu dis que tes filles t'ont choisi et ont choisi leurs parents. Moi, alors, ça c'est parce que ma fille entre-temps est doula. Et pour elle, véritablement, on est parti sur un cheminement comme quoi, en effet, ce sont nos enfants qui nous choisissent. C'est ma philosophie, c'est sa philosophie. Et c'est vrai qu'au final, j'y crois vraiment. Donc, c'était pas un hasard non plus que je rencontre la personne avec qui j'ai passé quand même 33 ans, avec qui on a eu des enfants, avec qui on s'est construit, etc. Mais à un certain moment, justement, c'est ce que je disais, quand j'ai décidé d'écouter véritablement mon cœur et de faire ce que j'avais envie de faire, c'est là que j'ai dit que je devenais spectatrice de ma propre vie, c'est parce que ça s'est enchaîné à une allure phénoménale. C'est-à-dire, c'était même plus un chemin, quand on dit on suit un chemin, mais moi c'était une véritable autoroute. C'était un train qui allait, mais à une allure phénoménale, et je regardais tout ça, en fait, et je me disais, waouh, j'étais véritablement, je suivais le rôle qu'on me demandait de jouer, et ben j'y allais, parce qu'en fait ça allait à une allure tellement rapide, c'est-à-dire ce bateau à Toulon, le copain qui quelques mois avant me dit tu n'auras pas de bateau à Toulon. Ok, j'ai un bateau 3 mois après, avec une place de port, j'ai un appartement en Corse, alors que je suis d'origine corse, mais que j'avais rien en Corse. Je traverse, je tombe sur quelqu'un qui me dit qu'il y a une école à côté de là où il y a mon bateau. Je suis pas censée postuler parce qu'il y a beaucoup d'attentes, je rencontre quelqu'un qui fait la rentrée avec moi et qui a travaillé comme par hasard dans cette école qui fait que je suis prise dès la première année. Et là, on se dit, c'est juste un truc de dingue. On y va. Et d'un seul coup, on se retrouve à faire une école de matelot. En traversant une autre fois, je reviens à Porticcio parce qu'on me dit, une fois qu'on a fait l'école de matelot, il faut aussi valider de la navigation. Une fois encore, sur les navettes, j'étais assise bien tranquille un matin tôt en prenant la navette et puis je vois des matelots et je leur dis, vous prenez des saisonniers ? Ils disent, bah oui, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le pilote, c'est le capitaine d'armement. Et allez hop, on y va, on continue. Et donc, j'ai fait mon entretien en traversant entre Ajaccio et Porticcio avec le capitaine d'armement qui m'a dit, bah oui, quand tu auras fini ton école, tu pourras venir faire une saison. Donc, j'avais même pas fini l'école que j'avais déjà mon job derrière. Et tu me dis donc que c'est comme si c'était quelque chose qu'on te poussait à faire. Complètement. Complètement. Pour moi, c'était juste, en fait, tellement exceptionnel, justement. C'est ça, c'est là que j'ai réalisé que je suivais un chemin déjà tracé. Comme je disais, c'était même une autoroute tellement ça allait vite, parce que ça s'est enchaîné à une allure tellement phénoménale que je jouais mon rôle à fond et que pour moi, en fait, je suivais, entre guillemets, ce qu'il fallait que je fasse. C'était pas moi qui disais, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que dès que j'avançais d'un pas, il y avait le suivant qui s'enchaînait, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on pourrait dire que tu étais comme dans le flot de la vie, comme si tu te laissais porter par les événements ? Mais absolument, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, je n'arrivais même pas à décider, puisque ça décidait pour moi. C'est-à-dire que, en fait, je rencontrais pile la personne qui allait m'ouvrir une porte, qui allait ouvrir une porte, qui allait ouvrir une porte, qui allait ouvrir une porte, et moi, j'y allais. Et ça a décidé pour moi, est-ce que tu dirais que c'est la vie, l'univers, le moi supérieur? Comment tu interprètes ça? Alors pour moi... on appelle tous cette source, entre guillemets, cette énergie, on l'appelle tous différemment. Hein. Il y en a qui vont dire que c'est Dieu, il y en a qui vont dire que c'est l'univers. Voilà, moi, souvent, c'est mon mot l'univers, avec mes petites planètes qui me guident. Voilà. Mais pour moi, c'était déjà tracé, c'était une évidence, c'était tracé et je jouais mon rôle. Est-ce que ça, tu le vivais déjà avant ces événements-là, ou bien est-ce que ça s'est plutôt manifesté à toi, le fait de vivre ce moment charnière de ta vie? Alors, je ne m'en rendais pas autant compte, mais j'avais déjà eu des espèces de petites lumières qui me faisaient comprendre que j'étais là où je devais être. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'avais fait mes études d'interprète, j'avais toujours dit un jour j'irai en Afrique. Je fais interprète en fait parce qu'un jour j'irai en Afrique. Et tout le monde me disait c'est pas parce que tu fais interprète allemand et anglais que tu iras en Afrique. Je sais pas pourquoi, j'ai été absolument convaincue que j'irais en Afrique. Et au final, je n'ai absolument pas fait interprète. J'avais mon diplôme et j'ai commencé ma carrière dans les avions à UTA, spécialiste de l'Afrique. Donc ça, je savais déjà que quand il y a quelque chose qui sort et qu'on s'écoute vraiment, c'est que c'est quelque part et qu'on a eu cette intuition, voilà, mais que si on sait l'entendre, au final, on la vit vraiment derrière, après. Ah oui, c'est clair à t'écouter que
Oh, ce sens de l'écoute, il est profond chez toi. Voilà, quand on a un petit mot qui sort, voilà, quand on ne sait pas pourquoi, en fait, et qu'on s'écoute vraiment, on se dit que c'était pas là par hasard, justement. C'est qu'on s'est véritablement entendu. J'avais eu la chance aussi d'avoir une grand-tante qui était médium, qui m'avait dit certaines choses. Donc déjà toute petite, je savais qu'on voyait que certaines personnes pouvaient voir des choses qui étaient écrites, entre guillemets, et que les gens ne réalisaient pas. C'est-à-dire elle faisait aussi de l'écriture automatique, elle dessinait des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés et qui le lendemain frappaient chez elle. Elle nous a raconté certaines choses sur nos vies aussi, qu'elle savait à l'avance. Donc quand on sait quelque chose à l'avance en fait et qu'il se réalise derrière, c'est pas qu'il y a déjà quelque chose de tracé en fait. Et moi j'ai baigné là-dedans petite aussi. Donc c'est quelque chose qui me choquait pas. C'était pas véritablement une découverte parce que j'avais grandi là-dedans quand même. Même si après la vie avait pris le dessus. Ah, c'est beau tout ça. Et ce qui est beau aussi, c'est le petit nom qu'on t'a donné, parce que ici dans l'entourage, je sais qu'on t'appelle Christine la capitaine. Mais ça, voilà, exactement. Alors ça, c'est juste un truc de fou, une fois encore. Donc je fais mon diplôme de matelot. Je fais finalement ma première saison ici en Corse. Et pour justement devenir capitaine, il faut avoir navigué pendant 1 an, ce qui n'était pas mon cas. Et en fin de saison de l'année dernière, donc avec à peine 6 mois de navigation, je me dis, mais après tout, pourquoi je ne postulerais pas comme capitaine? Chose qui est normalement impossible puisqu'il faut avoir navigué pendant 1 an. Donc j'en parle au responsable administratif de ma société à l'époque, etc., qui me dit que c'est juste impossible, que je n'ai pas mon temps de navigation, que réglementairement, et c'est là que je me dis que le règlement, tout ça, ça me fait rigoler, réglementairement, c'est impossible, et c'est là que véritablement ce mot impossible, il ne sert à rien. Mais je me dis, si je ne postule pas, je vais le regretter. Et toute ma vie, en fait, ça a été aussi quelque chose, c'est tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait pour n'avoir aucun regret. Je trouve que les gens qui ont des regrets deviennent des gens aigris en vieillissant, parce qu'ils se retournent sur leur vie, ils se disent « Ah, si j'avais su, j'aurais dû ». Mais en fait, qui t'en empêchait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc ils en veulent à la terre entière, alors que le problème, il vient d'eux souvent. Et ça a toujours été ma philosophie. Je vais jusqu'au bout de ce que je veux faire, parce que je n'aurai aucun regret. C'est-à-dire, si je meurs demain, je me retourne sur ma vie et je n'ai aucun regret, parce que j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. Ça, pour moi, ça a toujours été ma philosophie première. Qu'est-ce qui, à ton avis, est le signe qu'on est au bon endroit ou au bon moment, ou en tout cas qu'on est occupé à faire ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qui est le signe pour toi? Je pense parce qu'on est heureux quand on se lève le matin, qu'on a la joie de vivre, qu'on ne traîne pas les pieds, qu'on se dit que c'est beau, quelle chance j'ai, et que si on me dit « Es-tu heureuse ?» on répond « Oui, en fait. » Es-tu heureuse? Oui, parce que ça serait pire, ça serait grave de trouver mieux, parce qu'on est véritablement, en fait, on est en plénitude, on est heureux parce qu'on est bien, parce qu'on n'est pas en manque, parce qu'on ne cherche rien, parce qu'on est juste aligné, en fait. On est là où on doit être et on le ressent véritablement parce qu'on respire bien, parce que c'est beau, parce qu'on prend du temps à regarder ce qui est autour de nous et on se dit « Ouais, la chance que j'ai » et que c'est beau. Et on passe pas à côté de tout ça, en fait, justement. Une chance que tu as accueillie, quand même, que tu as... Concret. On l'a créé, justement. Donc, cette histoire de capitaine, j'y reviens. Donc, je postule quand même, pour n'avoir aucun regret. Et ma meilleure amie me dit « Christine, il t'arrive tellement des trucs de dingue que je suis sûre que tu vas être prise. » Et là, je lui dis « Mais non, parce que ce n'est pas possible. Je le fais juste pour n'avoir aucun regret. Mais réglementairement, je sais que je ne suivrai pas cette formation de capitaine cette année. » Et alors que je naviguais, alors que j'étais au Sanguinaire, j'ai reçu un appel de cette école de formation qui m'a validé ma formation par anticipation, par dérogation, et en plus avec un financement. C'est que non seulement on m'acceptait pour suivre cette formation de capitaine par anticipation, et en plus on me payait pour le faire. Et c'est là que j'ai dit « Waouh !» Tout était impossible, je ne devais pas l'avoir. Donc matelot, c'est là que je me suis dit finalement matelot, ça suffisait pas. Il faut que j'aille encore plus loin. Et on m'appelait la capitaine, et on m'appelait la capitaine alors que je ne l'étais pas, mais maintenant je le suis. Finalement, mon diplôme, je l'ai. Mais sur les bateaux pour l'instant, parce que finalement, je n'ai pas fait mon temps de navigation. Eh bien, écoute, c'est palpitant comme histoire, plein de rebondissements, et j'aimerais vraiment
clôturer cet entretien sur un conseil que tu pourrais donner à tous ces gens qui ont envie de faire quelque chose, qui se disent « Ah, si je pouvais, moi, c'est plutôt ça ou ça ou ça que je ferais », qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à leurs propres rêves? Bah, je pense qu'il faut vivre un rêve, même si moi, finalement, j'avais jamais fait de voile. J'ai commencé la voile à 55 ans. Parce qu'on peut dire, oui, on fait de la voile quand on a commencé à l'âge de 10 ans, quand on a fait... Et c'est ce que me disait, en fait, à mon club de voile. Il me disait, mais tu as fait des colonies de voile, tu es déjà monté sur un voilier? Non. Et pour autant, je vis et je sors mon voilier toute seule et je navigue. Parce que c'était au fond de moi, j'expliquerai pourquoi plus tard aussi, finalement, c'était au fond de moi. Et je pense qu'on a des rêves qu'on n'a peut-être pas conscience d'avoir. C'est qu'on se dit, tiens, mais à partir du moment où on se dit, si on est clair avec nous-mêmes et qu'on se dit, un jour je ferai ça, comme moi j'avais dit un jour je partirai, un jour j'irai en Afrique, on le fera, parce qu'il faut s'autoriser à le faire. Mais il y a aussi des rêves qu'on porte en nous et qu'un jour se dévoilent et qu'on n'aurait jamais imaginé. Et là, dans ce cas-là, il faut les suivre, parce que c'est encore plus beau. Là, c'est encore plus beau, parce que c'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on n'avait jamais réalisé. Qu'on avait en nous, mais qu'on n'avait pas encore réalisé. Ça, c'est très profond aussi comme message. Oui, absolument. Et en fait, je me suis demandé justement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit à 55 ans, je vais faire un stage de voile? Pourquoi, quand je suis montée sur ce bateau, c'était comme si c'était une évidence? Pourquoi, au final, je me disais, mais tous ces bouts, toutes ces ficelles, tous ces trucs dans tous les sens, pourquoi d'un seul coup, c'était comme si finalement j'avais fait ça toute ma vie? Et pourquoi, au final, je suis capable de sortir un voilier toute seule avec juste un niveau 2 et rentrer mon bateau et sortir mon bateau, etc. Donc non seulement je crois intimement, personnellement, qu'on porte en nous des savoirs, des capacités, des dons, parce qu'un jour, on les a appris. Il y a des gens qui sont absolument doués, que ce soit en peinture, en piano, etc., qui sont des véritables génies. Pour moi, même si on commence à l'âge de 3 ans, même si on commence tout ce qu'on veut, il y a des gens qui sont doués. Pour moi, le don, il vient d'ailleurs, il vient d'autre chose, il vient de quelque chose qu'on a déjà vécu. Donc ça, c'est une première chose. Mais je me demandais dans mon cas, pourquoi est-ce que j'avais dit un jour je monterais sur un bateau? Et lorsque j'ai déménagé, justement, quand j'ai quitté ma fameuse maison pour aller habiter sur mon bateau, il fallait que je fasse un tri. Je ne pouvais pas emmener toute une bibliothèque, je ne pouvais pas emmener une tonne de trucs. Et quand j'arrive dans les livres, je vais tout en haut, tout en haut, tout en haut, le genre d'endroit où on ne va jamais. Et là, c'est parce que c'était les livres sur le sport. Et là, je tire un livre. Et en tirant ce livre, je me dis, le cerveau, il est absolument fantastique. C'est une machine extraordinaire. En voyant ce livre et en ouvrant la page, en ouvrant la couverture, il y avait une dédicace de Éric Tabarly. Éric Tabarly qui était un navigateur de mon époque, un grand navigateur de mon époque. Un livre dédicacé par Éric Tabarly et il a marqué « À Christine », signé Éric Tabarly. Et là, mon petit casier dans mon cerveau s'est ouvert et je me suis revue, je devais avoir l'âge de 7 ans, dans une salle polyvalente avec mon père qui m'avait emmené voir Éric Tabarly avec un écran géant qui était en train de récolter des sous pour sa transat et qui nous avait montré donc sa transat sur écran géant. Je me rappelais même pas que mon père m'avait acheté ce livre, me l'avait fait dédicacer non plus et j'avais dit à mon père « Waouh, c'est magique, un jour je ferai ça ». J'avais 7 ans. Et après il y a l'école, après il y a le collège, après il y a les enfants, il y a la vie. Le petit casier s'est fermé, mais il est là en fait. Il suffit que la porte elle s'ouvre. Ah, c'était super cette magnifique dédicace, mais je vais te demander de faire cet exercice aussi maintenant. Est-ce que tu veux bien faire ta petite dédicace à toutes les personnes qui sont en train de t'écouter, de te regarder? Qu'est-ce que tu leur dirais en quelques mots? Alors ce que je dirais aujourd'hui, vraiment en étant honnête, voilà, en étant honnête, je dirais qu'il ne faut pas croire que c'est facile, parce qu'il faut véritablement croire en soi. En fait, pour la première fois de notre vie, de votre vie ou de la mienne, il faut véritablement s'écouter, mais s'écouter profondément, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Oublier ce cadre, oublier la société, oublier les règles, oublier les lois, oublier les croyances, parce que j'ai divorcé alors que je suis de famille catholique, on ne divorce pas. On ne quitte pas son mari pour habiter sur un bateau, c'est le genre de truc inentendable. Là, il faut arriver à enlever tout ça, enlever justement toutes ces croyances, toutes ces barrières, s'ouvrir en fait cette porte, la porte de notre cœur en fait, en disant qu'est-ce que je veux faire vraiment et qu'est-ce que je veux faire vraiment au fond de mon cœur. Voilà, moi je suis qui, moi je suis quoi
et je veux faire quoi? Et le jour où on a d'un seul coup justement, où on se pose vraiment cette question, c'est le jour où on rencontre les bonnes personnes, où tout s'aligne, où d'un seul coup on se dit waouh, que c'est beau, et ben j'y vais. Et je dis pas qu'on n'a pas peur, mais quand on y croit vraiment, l'autoroute en fait c'est pas chaotant, c'est vraiment tellement lisse, tellement plat, tellement doux, tellement facile à suivre, que c'est là qu'on se dit waouh, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce qu'il y a un temps pour tout. Mais le temps à vous, ça sera peut-être à 20 ans, peut-être à 60, peut-être à 30. Moi, j'ai attendu 55 ans pour être véritablement qui je suis vraiment. Et autour de moi, mes filles en premier me disent « Mais maman, t'es juste fantastique, c'est génial ce que tu fais. » Parce que c'est ça aussi, on a peur de ne plus être aimé de nos enfants ou de notre entourage parce qu'on devient marginal. Voilà, on a peur de perdre l'amour. Mais en fait, c'est le contraire, ils nous aiment encore plus parce qu'ils nous voient heureux. Donc honnêtement, quand on s'écoute, quand on écoute son cœur, c'est facile. Ça devient facile. Voilà. Si on arrive à surmonter le mental, parce que la peur, c'est le mental, les croyances, c'est le mental, et quand physiquement on y va, et ben, on y va et on réussit. Merci Christine, merci infiniment. Avec plaisir. Et bonne route à tous. Belle autoroute à tous. Il est possible que vous aussi, vous ayez réalisé quelque chose qui paraissait impossible. Si le cœur vous en dit, vous pouvez prendre contact avec moi afin que nous en discutions et peut-être que nous tournerons aussi ce genre de vidéo avec votre témoignage. Mes coordonnées sont dans les liens ci-dessous. À très vite pour une prochaine vidéo.